Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Dans cet épisode, nous allons parler d'un endroit unique en France qui s'appelle la plaine de la Crau. Cette dernière est située dans les Bouches-du-Rhône, entre les villes d'Arles, de Salon-de-Provence et de Fos-sur-Mer. Si vous n'êtes pas une ou un expert en géographie, dites-vous que c'est situé dans le sud de la France, à gauche de Marseille et pas très loin de la Méditerranée. La première fois que je me suis rendu dans la plaine de la Crau, c'était en mai 2023. Nous sommes arrivés sur les lieux en fin de journée avec un ami et j'ai tout de suite été surpris. Par ce paysage dégagé à perte de vue, par ce sol recouvert de cailloux avec une végétation rase, par ces quelques bergeries et troupeaux de moutons en train de pâturer au loin, ainsi que par la chaleur qui régnait sur place. À première vue, cela me semblait être un lieu relativement inhospitalier, peu propice pour observer des oiseaux. Vous vous en doutez, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il n'en est rien. La plaine de la Crau héberge une richesse incroyable avec des espèces de faune et de flore remarquables. Si le paysage semble immobile au premier abord, il suffit de regarder à travers une longue vue pour y observer de nombreuses espèces discrètes. On a même parfois l'impression de voir des petits cailloux qui bougent dans le lointain. En tendant l'oreille, on peut entendre des alouettes, des outardes canepetières ou encore le mythique Ganga Kata. Idem, lorsque l'on se penche et qu'on étudie la végétation qui se trouve à nos pieds, l'on découvre une diversité impressionnante. La plaine de la Crau appelle ainsi à la contemplation, au sens du détail et à l'admiration. Pour cet épisode, je souhaitais vous faire découvrir ce lieu et j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Axel Wolf, conservateur de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera envie de découvrir et de préserver cet endroit incroyable et unique en France. Bonjour Axel. Bonjour Léo. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et m'indiquer depuis combien de temps tu t'intéresses à l'ornithologie mais le naturalisme aussi de façon générale? Je suis Axel Wolf, je travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le CNPACA. On est un conservatoire d'espaces naturels régional et moi je suis plus particulièrement conservateur de la réserve naturelle des Coussouls de Crau. Et je m'occupe aussi de programmes de conservation de diverses espèces, plutôt des oiseaux stépiques. Je me suis intéressé à l'ornithologie en arrivant en Crau. Par accident, c'était il y a presque 30 ans. Donc voilà, je m'intéresse à la nature en général depuis très très longtemps et j'ai la chance d'en avoir fait mon métier. Donc là on enregistre cet épisode justement dans la réserve de la Crau. Avant qu'on aborde un peu son historique, j'aimerais qu'on parle du milieu dans lequel on se trouve. Qu'est-ce que la Crau? Qu'est-ce qu'un Coussoul, un mot que tu as évoqué? Et en fait, comment est-ce que ce milieu qui est unique en France s'est formé? Alors la Crau, c'est un endroit effectivement très très particulier. C'est l'ancien delta de la Durance. La Durance, c'est une rivière aujourd'hui qui se jette dans le Rhône au nord d'ici, donc juste au niveau d'Avignon. Et pendant des millions d'années, en réalité, c'était un fleuve qui se jetait dans la mer, ici. Donc elle a charrié pendant des millions d'années des galets descendus, qui descendaient des Alpes du Sud et des Préalpes du Sud. L'histoire est très très complexe, ça a duré des millions d'années et le lit de la Durance s'est asséché, aujourd'hui on dit à peu près il y a 75 000 ans. Et ça a donné ce milieu énormément caillouteux. On a 70-75% de recouvrement de galets. Et au milieu de ces galets, on trouve une herbe, des herbes, et en réalité c'est un milieu qui est très très riche, ce qui n'est pas du tout l'impression qu'on a au premier abord. Mais donc c'est un milieu qui est vraiment strictement herbacé, il n'y a pas d'arbres en Crau, il y a très très peu de buissons. Et donc voilà, on a ce paysage de pelouse stépique qui est assez remarquable, surtout au niveau français. Et donc en 2001, il y a une réserve naturelle nationale qui est créée. Qu'est-ce qui va justement justifier la création de cette réserve? Et après, quelle est sa superficie aujourd'hui? La plaine de Crau, donc c'est une plaine, c'est un ancien delta, donc ça fait vraiment un triangle presque parfait. La plaine, elle fait elle-même 55 000 hectares. Ces 55 000 hectares, pendant très très longtemps, ils étaient intégralement couverts de ce milieu stépique, aride, très hostile, où on ne peut vraiment pas faire grand-chose. L'homme y a fait pâturer ses moutons. Alors depuis, on est sûr, depuis la fin du néolithique, on retrouve beaucoup de bergeries antiques, des enclos néolithiques. Donc on sait que l'homme a utilisé ce milieu pour le pastoralisme depuis la nuit des temps, on va dire. Et en gros, c'est tout ce qu'on pouvait y faire. Et c'est vraiment un milieu, quand on lit les écrits du XVIIe, XVIIIe, XIXe, c'est vraiment un milieu qui est perçu comme un milieu très très hostile. Il faut imaginer encore au XVIIe 40 000 hectares de steppes comme ça, ininterrompues, entre Arles et Fos-sur-Mer, entre Arles et Salon. C'est vraiment un milieu qu'on veut mettre en valeur.
ça sert à rien, ça sert juste aux moutons et c'est pas suffisant, il faut arriver à en faire quelque chose. Et on a commencé à en faire quelque chose, surtout à partir de... alors, il y a de l'irrigation sur cette plaine depuis le XVIe siècle, mais ça s'est vraiment surtout accéléré après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vraiment, là, on a commencé à avoir les moyens de mettre ce milieu en valeur, que ce soit pour des besoins industriels, militaires, on a la base d'Istres qui est juste à côté, on a le grand port maritime de Marseille qui est juste à côté, et aussi pour l'agriculture. Et donc on a commencé à irriguer de plus en plus. Ce qui fait que ces pelouses, donc le coussou, je ne l'ai pas dit effectivement, quand un éleveur dit un coussou, c'est un pâturage. Coussou, ça vient du bas latin cursorium, qui veut dire parcours, au sens de parcours à mouton, de pâturage. Et donc on a commencé petit à petit à grignoter cette steppe pour l'irriguer. On voit au loin des haies qui sont des grands vergers de pêcher. Celui qu'on voit au premier plan, c'est un verger qui fait 250 hectares, donc c'est pas une paille. Ça, c'est vraiment, cette mise en culture, elle s'est vraiment accélérée dans les années 80, notamment avec l'arrivée de ces vergers de pêcher, d'abricotiers. Et dans les années 80, on perdait à peu près 200 hectares de coussou par an, en moyenne. Et c'est ça qui a vraiment commencé à inquiéter d'abord les naturalistes, puis le ministère de l'écologie, et donc on a commencé à travailler à l'époque sur la protection de ce milieu. Il a quand même fallu 20 ans pour sortir à la réserve naturelle. Juste avant qu'on aborde les aspects de conservation, je voulais revenir sur un truc. Donc là, si on regarde tout autour de nous, il y a plein de petits monticules de roches. Quel est un peu l'historique de ces petits monticules ? Alors c'est l'historique de ces tas de galets, il est très particulier parce que quand on voit dans des pâturages des amoncellements de galets comme ça, en général, ce sont les bergers qui les ont, qui épierrent un petit peu pour qu'il y ait plus d'herbe. En gros, c'est pas du tout le cas. Ces tas de galets, ils sont liés, ils ont été créés pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1942, l'armée allemande a envahi la zone libre, donc au sud de la Loire, pour faire simple, qui n'était pas occupée auparavant, en particulier parce que les troupes alliées étaient stationnées en Afrique du Nord. Les Allemands savaient qu'ils se préparaient un débarquement. Donc il y a eu un renforcement, tout un système de renforcement sur tout le littoral méditerranéen en France. Et les Allemands craignaient que les Alliés fassent un débarquement aéroporté ici. Parce qu'il y a beau avoir beaucoup de cailloux et beaucoup de galets, c'est très très plat pour des gros porteurs, c'est un terrain d'aviation parfait. Et donc ils ont réquisitionné à la fois des habitants des villages alentours, des prisonniers de guerre, des gars qui étaient au service du travail obligatoire, pour construire tous ces tas de galets. Aujourd'hui, il ne reste plus que 10 000 hectares de coussous qui n'ont pas été touchés. À l'époque, il devait en rester encore 30 000, et quand on regarde les densités de tas de galets, on peut estimer qu'il y a eu à peu près 200 000 tas de galets qui ont été faits. On voit 2 alouettes calandres là, qui sont à ras du sol. Comment tu arrives à dire là justement ? C'est loin, c'est un petit peu la forme, mais si tu regardes bien, le dessous de l'aile est presque noir, avec un liseré blanc sur le bord arrière de l'aile. Ouais. Voilà, et ça c'est vraiment assez diagnostique. Bon, après, avec l'habitude, elles volent un petit peu différemment. Le chant est très différent, mais là, elles ne chantent pas, on n'entend que les alouettes des champs. Effectivement. Alors, c'est une transition parfaite. On va parler du coup de biodiversité. Toute action confondue, qu'est-ce qui va rendre justement cette réserve naturelle unique en France ? Pour dire des gros mots, il y a 3 compartiments de la biodiversité qui ont été visés par le classement en réserve naturelle. Il y a 3 éléments particuliers, en plus de la diversité biologique générale que représente ce type d'habitat. Le premier, c'est le milieu naturel en lui-même. Cet habitat, le coussou, on a beau avoir l'impression que ça ne ressemble pas à grand-chose, c'est vraiment un milieu unique. C'est ce qu'on appelle une pelouse à brachypodes rameux, puisqu'on voit que le brachypode rameux, c'est vraiment l'espèce dominante, mais... Alors, c'est une plante ? C'est une plante, pardon, le brachypode rameux, c'est une graminée même. C'est une espèce de chien-dent, alors qui n'est pas du tout rare, qu'on va retrouver dans toutes les pelouses méditerranéennes. Donc les pelouses à brachypode rameux, c'est un habitat méditerranéen assez répandu, mais qui est malgré tout très menacé. Et les pelouses à brachypode rameux sont un habitat prioritaire au titre de la directive européenne sur les habitats de 92. Et cette pelouse, celle de Crau, est vraiment particulière en termes de composition. Il y a un certain nombre d'espèces qu'on ne retrouve qu'ici, dans une pelouse à brachypode rameux. Il y a notamment l'asphodèle d'Aillard, il y en a une qui est en fleur juste à côté. Voilà, on est vraiment au tout début de la floraison de l'asphodèle d'Aillard, qui fait des jolies grappes de fleurs blanches. On a le stipe chevelu, on a le panico champêtre, etc. Il y a des euphorbes qu'on voit aussi, toutes les petites fleurs jaunes qu'on voit au loin. Il y a 2 espèces d'euphorbes.
Je ne vais pas toutes les citer parce que c'est un milieu qui est en réalité très riche. C'est un des milieux les plus riches de Méditerranée. On a 250 espèces végétales dans le Coussou. Le record de diversité sur les relevés botaniques, sur un carré de 40 cm de côté, on a recensé jusqu'à 70 espèces végétales différentes. L'accro, c'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout, et en réalité, il y a plein de petites choses, et à commencer donc par ces plantes et par cet habitat qui est à la fois unique et vraiment fragile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va commencer à le retourner, à le cultiver, l'habitat est perdu. Deuxième compartiment, c'est des insectes endémiques. On a 2 insectes endémiques en Crau. Un petit coléoptère qui s'appelle le bupreste de Crau, qui vit sur un gros chardon qui s'appelle le chardon des ânes. C'est un petit coléo qui, alors qu'on voit sur une période très courte de l'année, mais qui est assez abondant. Il y a pas mal de chardons des ânes autour des bergeries, et en la plupart des populations de chardons, on trouve des coléos, des buprestes dessus. L'autre espèce, c'est un criquet, un gros criquet, qui s'appelle le criquet de Crau, ou criquet rhodanien, et qui donc est endémique de la plaine de la Crau, qui est un très proche cousin du criquet hérisson, qui vit un petit peu plus loin à partir de la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume, jusque dans les Alpes-Maritimes. Ce criquet de Crau, aujourd'hui, il est vraiment très menacé. Il y a énormément de populations qui ont disparu dans les années 90 et 2000. Et aujourd'hui, on ne connaît plus que 3 sous-populations. Et on a actuellement au Senpaka, avec différents partenaires, un programme LIFE pour essayer de faire en sorte qu'ils ne s'éteignent pas en nature. Et le dernier compartiment, celui qui nous intéresse peut-être le plus en quelque sorte aujourd'hui, c'est la communauté d'oiseaux vraiment très particulière qu'on va retrouver ici. On est dans un milieu qui ressemble plus aux pseudo-steppes espagnoles ou aux steppes qu'on va retrouver au Maghreb ou au Moyen-Orient. Et ce qui fait que au niveau français, c'est un milieu qui est devenu vraiment très rare. Et du coup, on va y retrouver des espèces qui sont plutôt caractéristiques de la péninsule ibérique ou du Maghreb, et qui sont rares partout ailleurs en France. Il y a plein d'exemples, le gangakata, l'alouette calandre qu'on vient de voir, le faucon cresserellette, qui se porte quand même mieux aujourd'hui, qui a colonisé d'autres secteurs dans le sud de la France. Et puis des espèces voilà, qui sont très abondantes ici, souvent plus rares ailleurs, l'outarde canepetière, le dictème criard, le rôlier d'Europe. Voilà. Il y a quand même une communauté assez spécifique. Il faut bien le dire, c'est d'abord les ornithologues qui sont intéressés à l'accro, parce que c'est un milieu vraiment très particulier. En termes d'ornithologie, s'il faut chiffrer la chose, il y a environ combien d'espèces qui peuvent être vues ici? Et après, est-ce qu'il y a des espèces qui sont apparues ou qui ont disparu récemment de la réserve? Si je me souviens bien des chiffres qu'on a mis dans le plan de gestion de la réserve, je crois qu'il y a plus de 300 espèces, je dirais 350 espèces qui ont été recensées en Crau. Alors pas que dans la réserve naturelle, mais en Crau en général. On a probablement une vingtaine ou une trentaine d'espèces qui va nicher vraiment dans le Coussou, qui vont nicher au sol du coup, hein, Sur cette petite plaine. sur cette plaine. Alors c'est vrai que ça surprend toujours les visiteurs. Quand on leur parle d'oiseaux ici, ils mettent un moment à comprendre que en fait, les oiseaux qui nichent ici, pour l'essentiel, ils nichent au sol. Donc vraiment dans les pâturages. Mais c'est parfaitement logique, puisqu'il n'y a absolument rien d'autre pour nicher, à part quelques espèces cavernicoles comme la chouette chevêche ou le faucon cresserellette, qui vont nicher dans les tas de galets ou dans des bergeries. Mais sinon, toutes les autres espèces vraiment n'ont qu'une seule possibilité, c'est de nicher au sol. Dans les espèces qui ont pu apparaître, alors on se préoccupe beaucoup, parce que c'est notre mission, des espèces qui sont plutôt en train de se raréfier, voire de disparaître. Alors il y a une espèce qui a disparu il y a longtemps, c'est la grande outarde, mais qui a disparu comme elle a disparu de toute la France à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il y a une espèce aussi qui était connue en Crau, c'est la Glaréola collier. Elle était connue en Crau dans les années 70-80, et vraiment aujourd'hui les seules populations qui restent sont en Camargue. Dans les populations qui sont apparues, alors il y en a une qui paraît souvent assez paradoxale, c'est l'outarde canepetière.
En réalité, quand on regarde les écrits sur la faune de Cros, alors il n'y en a pas des millions, hein. Il y a notamment un livre sur la chasse très très complet du début du XXe siècle où il parle du Ganga, de l'Odyctème, de l'alouette calandre, de la grande outarde, mais pas de la canne-petière. Et en réalité, on a du mal à se l'imaginer parce que la situation actuelle, c'est que les outardes dans le centre et le nord de la France sont vraiment en très très mauvais état de conservation, il n'y en a presque plus. Le bastion aujourd'hui de l'outarde canne-petière, c'est le midi de la France, hein, pour faire simple. Il y a la Crau, tout autour de Nîmes, il y a des grosses populations. Et en réalité, ces populations sont assez récentes. Les premières observations, on en a discuté il n'y a pas longtemps avec les collègues du Gard, autour de Nîmes, c'est les années 30. Et en gros, c'est les années 50. Premières observations d'outarde canne-petière. Et donc en réalité, c'est une espèce qui est probablement arrivée à la faveur de la mise en culture de l'accro. On a tendance à s'imaginer que c'est vraiment un oiseau caractéristique des coussous. Quand on regarde bien, plus précisément, les coussous c'est bien, mais c'est quand même très aride. Et c'est une espèce qui a quand même besoin de milieux un petit peu moins arides à certains moments de son cycle de vie. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est les espèces exotiques envahissantes. Donc toutes taxons confondues, des espèces qui ont été introduites volontairement ou involontairement par l'homme. Est-ce que vous devez y faire face sur cette réserve et si oui, comment? Je regarde juste s'il n'y a pas un chien qui nous court dessus. Non, mais ça a va, l'air il y bon. a le berger, il n'y a pas d'inquiétude. On a beaucoup de chance par rapport à plein de milieux et notamment les zones humides, hein, autour de nous. En termes d'espèces végétales, le coussou est quand même un milieu très très résilient. C'est des communautés qui sont quand même assez solides. C'est un milieu qui est aussi très très exigeant par son aridité. Du coup, on a très peu de problèmes d'espèces exotiques envahissantes au niveau végétal. Dans certains endroits, des secteurs assez particuliers, on a le figuier de Barbarie qui se développe. Ça reste encore assez limité. Il y a un gros secteur vers Istres où vraiment il s'est vraiment beaucoup développé, mais ça reste aux marges de l'accro et en dehors de ça, on est assez tranquille. On a par contre une espèce, alors qui n'est pas du tout une exotique, mais qui à certains endroits commence à devenir un peu préoccupante, c'est l'olivier. Alors c'est pareil, ça peut paraître assez paradoxal, mais depuis quelques années, voilà, moi je suis arrivé il y a une trentaine d'années en Cros, il y a des endroits aujourd'hui où les coussous se couvrent de plus en plus d'oliviers, alors qu'il n'y en avait pas à l'époque. Et vraiment, le coussou, c'est un endroit où les arbres, ils ont du mal. Mais aujourd'hui, l'olivier, y arrive de mieux en mieux. Alors c'est probablement lié au réchauffement climatique, dans une certaine mesure, mais c'est aussi probablement accentué au fait qu'il y a eu pas mal d'oliveraies qui se sont développés dans le pourtour de l'accro bien sûr, mais aussi en Cros depuis quelques dizaines d'années. Et donc ça fait des semenciers, les oiseaux vont manger les olives et ensuite vont aller se percher sur un chardon ou autre. Et le noyau, et le noyau du coup, quand l'oiseau a déféqué, le noyau ensuite va pouvoir germer. En termes de faune, on a deux espèces en particulier qui sont apparues et qui se sont vraiment développées, alors pas que en Cros, hein, vraiment dans tout le secteur ces dernières décennies, et qui nous posent question, en particulier parce que ce sont des oiseaux insectivores et qu'on s'inquiète un petit peu de l'impact potentiel qu'ils ont pu avoir sur le criquet de Cros. C'est deux espèces qui sont ici associées au troupeau, le héron garde-bœuf et le choucas des tours. Donc voilà, quand tu es arrivé, des hérons, il y en avait partout. Là, dans un mois, sur chaque troupeau, tu verras 100, 200, 300 garde-bœufs. Pareil avec les choucas. Et en fait, c'est des oiseaux qui profitent vraiment du dérangement qui est créé par le troupeau quand il avance en pâturant. Voilà, ça fait bouger les insectes qui vont se réfugier. Et donc eux, on voit très bien les garde-bœufs marcher à côté des brebis et puis profiter voir le petit coléo ou le petit orthoptère qui va sauter et le boulotter. Et donc de mémoire, j'étais pas là encore, mais les données, je crois que le premier garde-bœuf qui a été observé en Cros, c'était en 75. Ok, donc en 50 ans, il y a eu un essor incroyable. Et on se pose vraiment des questions sur l'impact de ces espèces-là parce que le criquet de Cros, il a vraiment régressé au cours des 20-30 dernières années. Il y a plein de causes potentielles, hein, la réduction de l'habitat, le changement climatique,
éventuellement des évolutions de la conduite pastorale. Mais vraiment, voilà, quand on a réfléchi à ce qui avait pu changer, un des éléments très marquants, c'est aussi ces populations d'espèces insectivores qui se sont développées. Alors maintenant, je voulais parler avec toi de comment est-ce qu'on gère un tel milieu. Comment est-ce que vous arrivez justement à gérer le biotope? Quel est le type de mesures de conservation que vous mettez en œuvre? Est-ce que par exemple il y a de l'arrachage de plantes? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, l'unique moyen de gestion de ce milieu-là, c'est le pâturage. Et donc, on a une trentaine de troupeaux qui pâturent dans la réserve naturelle, à peu près 40 000 brebis. Alors, on a des gros troupeaux ici, on a les plus gros troupeaux de France en gros. Et c'est un milieu qui a vraiment été entretenu par le pastoralisme au fil des siècles et même des millénaires. Et quand la réserve a été créée, voilà, les éleveurs étaient là bien avant nous. Ils nous ont livré un milieu en bon état de conservation. C'est-à-dire que c'est un milieu qui a énormément été consommé, qui s'est vraiment réduit, qui a été énormément fragmenté par la mise en culture, par l'industrialisation, l'urbanisation. Mais l'état de conservation du milieu en lui-même, il est quand même plutôt bon, tel que les éleveurs le gèrent aujourd'hui. Et nous, à côté de ça, finalement, on fait... si je dis on fait pas grand-chose, je vais me faire gronder parce qu'on fait énormément de surveillance, on fait énormément de suivi, mais on a par rapport à énormément d'espaces naturels, on intervient très très peu sur le milieu parce que comme je le disais, c'est un milieu à la fois très résilient, auquel la gestion pastorale suffit, et donc on intervient vraiment à la marge. Il y a des secteurs qui s'embroussaillent parce que... Il n'y a pas un autre ganga là? Si, là on entend des gangas, on entend un avion aussi, mais on entend encore un ganga. On l'entendra mieux quand l'avion sera parti. Oui, on intervient à la marge sur des secteurs qui peuvent s'embroussailler notamment. C'est le plus souvent sur les marges de l'accro, parce que comme il y a des parcelles qui sont irriguées à côté des coussous, on a des infiltrations d'eau qui vont se faire en sous-sol et qui vont complètement modifier l'hygrométrie du sol. Et du coup, on va avoir un milieu beaucoup plus hygrophile qui va se développer et ça va enclencher la colonisation par la ronce et puis après une succession forestière qui se met en place. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel on essaye de lutter et qui requiert notre intervention, mais vraiment à la marge encore. Après, en termes de gestion, on a une mission de police qui est quand même assez forte parce que, bon, alors c'est vrai dans plein d'espaces naturels, malheureusement, on a quand même beaucoup d'incivilités, de dégradations, de dépôts de déchets, de vandalisme sur les bergeries, de vol de poutres, de tuiles. Ça, c'est une mission qui est très importante et c'est vrai qu'on essaye, c'est très très compliqué de lutter contre ça. Mais bon, voilà, régulièrement, du coup, on remet en état, on répare. Donc voilà, c'est un point important. Un petit point sur une particularité de la gestion de la réserve naturelle des Coussous de Crau. Donc, comme je t'ai dit, l'essentiel de la gestion, elle est faite par les troupeaux. Et c'est vraiment une posture qu'on a adoptée il y a déjà très très longtemps, c'est de se dire que certes ici on cherche à protéger un milieu naturel remarquable et la biodiversité, mais on sait qu'on a besoin de l'élevage pastoral pour maintenir ce milieu en état. Vraiment, très rapidement, dans les années 90, on a pris le parti de se dire que ce milieu, il fallait qu'on le gère avec les éleveurs et qu'il soit vraiment partie prenante de la gestion. L'idée, c'est le cas dans certains espaces naturels, on ne veut pas agir aux dépens des éleveurs. On ne veut pas se retrouver dans une situation où la protection de la biodiversité aurait un impact fort sur la survie des exploitations ou les méthodes de travail des éleveurs. Alors c'est pas toujours simple, mais vraiment on essaye de se mettre dans cette posture-là. Dans les années 90, il y a eu énormément d'échanges avec la profession agricole et le monde pastoral qui a abouti au fait qu'en 2004, on a candidaté pour co-gérer la réserve naturelle avec la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Et donc ça fait 20 ans qu'on co-gère la réserve avec la Chambre d'agriculture. Et donc ça rejoint ta question sur la gestion, c'est-à-dire que comme l'essentiel de la gestion est lié à l'activité pastorale, ce lien avec la Chambre d'agriculture, il nous permet vraiment
d'être à l'écoute des éleveurs le plus possible, d'anticiper le plus les difficultés, de dialoguer le plus possible en permanence pour anticiper les difficultés, anticiper les problèmes. Voilà, comme je le disais, c'est pas, voilà, il y a des ratés, c'est pas toujours simple, mais vraiment en termes de philosophie, on est parti sur cette approche-là. Comme il y a justement de la transhumance ovine, est-ce que ça pose pas des risques pour justement toutes les espèces qui elles vont nicher au sol? Mais après, je sais pas si c'est quantifiable, s'il y a 40 000 brebis, tu disais. Alors, c'est une question qui revient très très régulièrement et que bien sûr on se pose. Après, on peut voir les choses, on peut inverser la question. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est qu'avant que la réserve naturelle se crée, on était sur un milieu qui était en bon état de conservation. Avec, alors encore une fois, hein, un milieu qui s'est énormément réduit et des problèmes de conservation associés à la réduction des superficies de milieu naturel. Mais le milieu en lui-même est plutôt en bon état. On a des espèces qui se portent plutôt pas trop mal, même si effectivement on est très inquiet pour des espèces comme le Gangakata, même si le faucon cresserellette a lui eu des difficultés énormes à une époque. Ces espèces-là cohabitent avec les troupeaux depuis 6000 ans. Alors, quand on dit ça, il ne faut pas imaginer que la gestion pastorale, en gros, a été un long chemin tranquille et uniforme. Évidemment que le pastoralisme au néolithique, ce n'est pas celui qu'on a aujourd'hui. Que le pastoralisme à l'époque romaine, où on avait énormément de troupeaux en gros, était le même qu'aujourd'hui. Et même dans les années 60, ce n'était pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, à plein d'égards. La gestion pastorale, la pression pastorale a probablement été probablement beaucoup plus basse à certaines époques, mais a probablement été beaucoup plus forte à certaines époques aussi. Quand, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais quand on regarde des anciennes photos du début du XXe siècle, que ce soit dans les Alpes ou dans la région de Montpellier ou dans les Cévennes, c'était pelé. Le pastoralisme était partout, il y avait un surpâturage vraiment généralisé. Et on peut imaginer que l'accro ne faisait pas exception. Et malgré tout, eh ben, on avait du criquet de croc, du ganga, de l'Oedicnem, de la loi de Calandre dans ces milieux-là. Tout ça pour dire que même si forcément il doit y avoir de temps en temps un nid qui se fait écraser, un chien de troupeau qui va boulotter un œuf ou un poussin, ça a toujours été le cas probablement, et encore aujourd'hui on peut estimer que c'est pas de nature à remettre en cause le statut de conservation de ces espèces-là. Après, bien sûr, on est vigilant sur l'évolution des pratiques pastorales, voilà, il y a énormément de discussions. Une des inquiétudes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec le retour du loup, il y a maintenant presque 40 ans dans les Alpes. Tu as du loup ici potentiellement? Alors il y a du loup de passage, comme un petit peu partout. Il y a des attaques maintenant qui sont recensées en gros de temps en temps. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Mais c'est un peu plus indirect que ça. C'est que, comme tu l'as dit, les troupeaux ici sont des troupeaux transhumants. Donc ils vont pâturer en gros en hiver et au printemps, mais à partir du mois de juin, ici, tout est très très sec et donc les brebis partent en estive dans les Alpes. Ça se fait depuis très longtemps. Ça se faisait à pied avant, ça s'est fait en train, maintenant ça se fait en camion. Mais donc les troupeaux de crocs sont des troupeaux transhumants et donc des troupeaux qui subissent des attaques dans les Alpes. Donc avec des moyens de protection qui se sont développés, en particulier les chiens de protection. Donc les patous, aujourd'hui d'autres races, des kangals, etc. Comme c'est connu dans les alpages, c'est vrai que ces chiens-là, ils sont dans les pâturages en permanence. Et bon, voilà, quand il y a un lièvre qui passe ou, ou un poussin, ils se privent probablement pas. Alors c'est un problème qui est compliqué, hein, parce que c'est une obligation pour ces éleveurs d'avoir ces chiens de troupeau. C'est des chiens qui leur posent énormément de soucis de cohabitation avec les touristes et les marcheurs en particulier dans les Alpes. Et donc c'est aussi complexe pour eux à gérer, mais c'est vrai que c'est une source de préoccupation. Un sujet qu'on n'a pas encore abordé, si tu veux, on peut se dégourdir les jambes un peu parce que ça fait... Donc là, on est face à un réchauffement climatique, un dérèglement des phénomènes météorologiques. Comment est-ce que la réserve fait face à ça? Est-ce qu'il y a des impacts que vous arrivez à mesurer, à voir? Alors, il y a des impacts qu'on arrive à mesurer.
Il y a des impacts qu'on pressentait et qui sont confirmés, d'autres qu'on pressent mais qu'on n'arrive pas à mesurer. Je vais commencer par cette deuxième catégorie. Une des espèces caractéristiques du coussou, c'est le thym. Le thym, celui qu'on met dans nos casseroles. Pour donner du goût, c'est une espèce qui a toujours été connue en Crau. Déjà, moi je me souviens qu'en 2003, l'été 2003, donc l'été de la première canicule depuis 1976, les populations de thym ont vraiment pris une grosse claque. Et pourtant, c'est une espèce méridionale, habituée au milieu aride. Et voilà, on se dit que les espèces qui vivent dans ce milieu, elles sont adaptées à la sécheresse, elles sont adaptées aux chaleurs extrêmes, jusqu'à un certain point. Ça, on le voit de plus en plus. Et alors, sur le thym, on a fait des études récemment où, a priori, on n'observe pas de diminution du recouvrement en particulier. Par contre, l'état des pieds de thym est vraiment marqué. C'est-à-dire que même en ce moment, si on regarde ensemble, si tu veux, les pieds de thym, il y a beaucoup de branches mortes, de pieds qui sont à moitié morts, de pieds où il y a juste une ou deux branches qui survivent et tout le reste est sec. Et on a un autre phénomène qui là vraiment est évident et confirmé. On a des secteurs dans la réserve naturelle qu'on appelle des coussous à lavande. Des coussous à lavande parce que, comme ici, tu as des grands espaces très ouverts de pelouse, mais avec des pieds de lavande aspic. Donc une lavande sauvage qui peut être assez abondante, vraiment assez abondante par secteur. Et c'est assez localisé. À 5-6 km d'ici, il y a une zone de 300-400 hectares qu'on appelle un coussou à lavande parce qu'il y en a pas mal. Et ça faisait un moment qu'en me passant à côté, au loin, je me disais mais j'ai l'impression que je vois plus de lavande. Et on l'a confirmé l'an dernier dans le cadre d'un stage. On a fait des photos aux mêmes endroits où on avait fait en 2003, en 2006. Il n'y a plus de lavande. Il n'y a plus de lavande, mais il n'y a plus de lavande du tout. C'est-à-dire que ces coussous à lavande ne sont plus des coussous à lavande. Et ça, c'est vraiment, c'est pas le pâturage, c'est vraiment une espèce qui n'a pas supporté les sécheresses à répétition, de plus en plus longues, de plus en plus fortes. Et donc, on sait qu'on va au-devant de difficultés. En termes de gestion, ma préoccupation, la manière dont moi je l'appréhende, c'est que, en fait, les éleveurs ici ont toujours adapté leurs pratiques à la ressource. C'est-à-dire que les éleveurs ici, ils reviennent année après année sur les mêmes pâturages, donc ils ont intérêt à ne pas flinguer leurs ressources pastorales pour l'année suivante. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais de manière générale, du coup, il y a des habitudes qui sont prises et puis qui sont très liées à d'autres facteurs qui n'ont pas forcément à voir avec la ressource de l'année. La date à laquelle on doit partir en transhumance parce qu'on a réservé le camion, parce que ça marche comme ça. Voilà, plein de choses externes. Donc les pratiques pastorales elles évoluent à la marge, mais il y a quand même une certaine inertie. Moi, ma crainte et ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que les éleveurs continuent à faire comme ils font d'habitude, et j'ai l'impression que le milieu, lui, arrive de moins en moins bien à encaisser la gestion pastorale habituelle. Parce qu'il fait beaucoup plus sec, parce qu'il fait sec plus tôt, parce qu'il pleut moins au printemps, parce qu'il pleut moins à l'automne aussi. Et donc je pense que le changement climatique, il va d'abord se traduire par ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir un décalage entre des pratiques d'élevage qui jusqu'ici posaient aucun problème, qui vont se heurter à une ressource pastorale qui se réduit et à un milieu qui n'arrive plus à encaisser comme avant le pastoralisme. Et alors un autre sujet aussi que je voulais aborder avec toi, un peu une autre menace on va dire pour la Crau, c'est les projets d'aménagement. On en a parlé tout à l'heure en venant jusqu'ici, la Crau doit faire face à plusieurs projets d'aménagement. Est-ce que tu pourrais un peu me les décrire et me décrire aussi pourquoi peut-être les gens ici ont du mal à concevoir l'importance de la Crau? Je vais revenir à ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui est que la Crau, ça a toujours été perçu comme un espace qui ne sert à rien, qui est hostile et qu'il faut aménager. Donc ça fait quand même assez longtemps que l'aménagement de la Crau est en cours. Le coussou a perdu 80% de sa surface, donc il reste vraiment plus grand-chose.
Mais comme c'est perçu comme un milieu hostile et un milieu vide, ben, vraiment, c'est pas très grave. C'est-à-dire que Enfin, dans l'esprit des gens. dans l'esprit, voilà. C'est le conservateur de la réserve qui dit ça. Allez-y. On est d'accord. Dans l'esprit des gens, mais même localement, des élus, des habitants, c'est pas un territoire ça fait pas territoire l'accro. Les gens s'identifient pas à ce milieu, pour eux, c'est un espace qui est vide. C'est pas un territoire qui est identifié pour sa fragilité, pour sa richesse. Et à tous les niveaux, que ce soit les habitants, les élus, les décideurs. Et donc, ça fait très très longtemps qu'on aménage ce milieu. En plus, il s'y prête en quelque sorte. Là encore, ça me fait de la peine de dire ça, mais on le voit, hein, c'est un territoire qui est plat, qui est stable, qui est solide, il n'y a pas de risque d'inondation. Et donc, on y développe des usines, de la logistique. Et en fait, on est aussi, en quelque sorte, c'est un territoire dont on peut dire qu'il est mal situé presque, puisqu'on est juste au débouché de la zone industrielle-portuaire de Fos, donc c'est ce qu'on appelle le port de Marseille, le grand port maritime de Marseille, qui est juste au sud, hein, donc voilà, là on le voit très bien, il y a des cheminées de partout, il y a la sidérurgie, l'industrie pétrochimique, c'est quand même une très très grande zone industrielle qui ne fait que se développer, et vraiment, alors moi c'est ma vision et je l'assume parfaitement, j'ai le sentiment que toute la dynamique du territoire est conditionnée et soumise aux besoins de développement du port qui ne s'arrête jamais. Pour info, le port prévoit de consommer encore 1000 hectares de milieux naturels à l'horizon 2040. Donc ça te donne une idée de la dynamique qui est en cours. Et ce développement continu, du coup, il génère des besoins de déplacement, de transport, que ce soit des transports de véhicules. On a quand même 3 projets d'autoroute en Crau. Le contournement autoroutier d'Arles, le contournement de Port-de-Bouc et le barreau routier Fosse-Salon, dont 2 projets même 3 projets qui sont portés par l'État. On a un projet de ligne très haute tension qui doit amener de l'électricité. Alors, d'une part pour décarboner l'industrie sur le port, certes, c'est très très bien, mais aussi pour permettre le développement continu de l'industrialisation. On a des canalisations d'hydrogène qui sont prévues, qui vont avec. On a, voilà. Et puis il y a un projet qui ressort là, qui est le projet de dérivation du canal EDF qui se jette dans l'étang de Berre. Pour l'instant, visiblement, la solution qui est retenue, c'est de lui faire traverser la Crau. Voilà. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est vraiment une source de préoccupation majeure parce que, voilà, nous, notre métier, normalement, c'est de gérer un espace qui est déjà protégé. Et en fait, on ne fait que le défendre contre des menaces qui ne font que se surajouter les unes aux autres. Et ça devient vraiment compliqué parce que c'est un territoire, alors qui paraît grand comme ça, mais finalement, 55 000 hectares, c'est pas gigantesque. C'est l'agriculture et le pastoralisme qui font la qualité de vie des habitants sur ce territoire. C'est vraiment l'agriculture, en gros, c'est pas une petite chose, c'est l'essentiel de l'occupation des sols. Et en fait, aujourd'hui, on continue à monter des projets de développement qui vont consommer soit des milieux naturels, soit des milieux agricoles. Quand ça va consommer des milieux agricoles, on va dire mais c'est pas grave, on va consommer la perte de milieux agricoles en irriguant des milieux naturels. Quand on va perdre des milieux naturels, on va dire c'est pas grave, on va consommer en renaturalisant des milieux agricoles. Mais au bout d'un moment, c'est juste que ça rentre plus, c'est plus possible. Et ça, visiblement, personne ne l'entend. C'est-à-dire que non, en gros, il y a de la place, on continue à développer, et puis c'est pas grave, on va compenser. Mais ça rentre plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la réserve? Donc je présume qu'il y a des consultations publiques sur ce genre de projet. Est-ce qu'après il y a des chantiers participatifs que vous menez? Comme je disais, on fait pas beaucoup de gestion proactive en gros. On fait quand même quelques chantiers. Effectivement, au Seine-PACA, on a un programme de sortie et de chantier nature. Donc ça, vous pouvez regarder sur le site du Seine-PACA ou de l'écomusée de la Crau. Le Seine-PACA, donc c'est le Conservatoire d'espaces naturels qui gère la réserve naturelle avec la Chambre d'agriculture. Et puis donc, effectivement, d'adhérer au Seine pour soutenir notre action. En effet, de se préoccuper de la dynamique de ce territoire. On en parlait en venant, tu disais qu'il
qu'il y a une levée de... Enfin voilà, il y a un projet de ligne très haute tension aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit parce que ça risque de passer dans la réserve dans le parc naturel régional de Camargue ou dans le parc naturel régional des Alpilles. Et donc quand on s'attaque à ces sites-là, ils sont tellement emblématiques qu'immédiatement il y a une levée de bouclier. Et du coup, en quelque sorte, alors quand c'est l'accro, vraiment, ça marche pas du tout. Mais l'opportunité, peut-être, c'est justement d'utiliser cet événement-là et cette prise de conscience pour bien faire comprendre aux gens que la ligne THT, certes, elle pose des problèmes en soi, mais elle illustre tout le projet de développement de ce territoire, puisque voilà, des projets d'usines de panneaux photovoltaïques, des projets de gazoducs, des projets de canaux, des projets d'autoroutes, des projets comme ça, il y en a en fait, j'allais dire des dizaines, je ne suis pas loin de la réalité, hein, c'est vraiment le cas. Et donc peut-être que effectivement cette mobilisation, elle va mettre en lumière la problématique de l'aménagement de ce territoire, qui, alors je vais peut-être me faire gronder de dire ça, mais qui ne fait l'objet d'aucune planification. On a des projets aujourd'hui qui sortent dans tous les sens, mais dans le désordre le plus complet. On a différents projets qui sont sur les mêmes emprises. Au nord de la route de Port-Saint-Louis, il y a la ligne THT qui veut passer, il y a GRT Gaz qui veut faire passer des canalisations d'hydrogène, et c'est là qu'ils veulent faire passer le canal aussi. Mais au même endroit, vraiment. Et donc on voit qu'il n'y a absolument aucune gouvernance, ou en tout cas pas du tout suffisamment de gouvernance, pour essayer de poser les choses un petit peu et de se dire, est-ce que vraiment on peut faire tout ça et comment est-ce qu'on met de l'ordre dans tout ça? Merci beaucoup Axel. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram, vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous. Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister L'Allule et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.